Alors, donc, c'est la troisième séance, le bloc 3, puis toujours pour la Fédération des locataires. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est l'accueil et l'intégration des nouveaux membres, le plan d'action, répondre aux problèmes soulevés par les locataires quand ils demandent l'appui de l'association, les principes d'une saine gestion financière. On revient sur les assurances parce qu'il y avait beaucoup de questions, puis le développement des partenariats. Juste Hélène, pour ceux qui étaient... Oui? Tu peux simplement le mettre en mode présentation. Oui, merci. Merci beaucoup. Je suis déconcentrée un petit peu. Je vais y arriver. Je me remets dedans, là. Bon, alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous rappelez que la majorité des informations, vous allez les retrouver dans le guide de base ici, Ensemble pour agir. J'ai vu tantôt qu'il y avait des gens qui en ont demandé des copies. Est-ce qu'il vous en reste beaucoup à la Fédé? Est-ce que les gens peuvent vous demander des copies du guide? Alors, s'il y en a qui en veulent, gênez-vous pas, il est vraiment utile. Et on commence avec l'accueil et l'intégration des nouveaux membres des associations. Alors, vous savez, quand un locataire arrive dans une habitation, il devient automatiquement membre de l'association, mais en général, il ne sait pas qu'il y a une association. Donc, pour pouvoir les rejoindre, le comité va demander à l'office les noms et adresses des nouveaux locataires. On sait qu'actuellement, souvent, ce ne sera pas possible d'avoir ces informations-là parce que la loi sur l'accès à l'information protège les données des personnes. Il y a un changement, on vous en a parlé plusieurs fois, je profite quand même de l'occasion pour le répéter. Il y a un changement qui va s'en venir quand la loi va être en vigueur dans les mois qui viennent, qui va faire que les comités vont pouvoir demander à l'office qui va devoir leur donner ces informations-là. Évidemment, il y aura on a eu un échange un mercredi matin sur cette question-là. Il y aura sûrement des choses à mettre en place pour s'assurer que, les gens ont le choix de donner leurs coordonnées, parce qu'il y en a on sait qu'il y en a qui ne veulent pas les donner pour des raisons tout à fait légitimes, puis aussi comment le comité va gérer les données et les garder confidentielles. Donc, présentement, vous pouvez quand même aller rencontrer les locataires puis les informer. Alors, si on veut, ils sont membres automatiques, mais si on veut qu'ils s'impliquent puis qu'ils se sentent membres, il faut leur parler. Il n'y a rien comme aller parler aux gens. Donc, les rencontrer, les informer, c'est quoi les buts de l'association? Qu'est-ce qu'elle fait, l'association? C'est quoi les activités? Comment ils vont avoir des nouvelles? Et peut-être que votre association fonctionne avec un tableau à l'entrée. Alors, expliquez où est le tableau, qu'est-ce qu'ils vont retrouver là-dessus. Il y a la salle communautaire. Est-ce qu'il y a des activités dans la salle? Alors, tous les modes de communication. Si possible, si vous avez un petit feuillet sur votre association ou si vous avez un petit programme écrit de vos activités, remettre les documents écrits, ça reste, on sait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, les gens peuvent mettre ça sur leur frigo, puis à un moment donné, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Cette semaine, je vais aller voir dans la salle communautaire l'activité. » Il y a des associations aussi qui ont pu mettre la main sur des bottins de ressources du quartier. Et où la cuisine collective? Et où le service de garde? Où je peux aller chercher des vêtements pas chers? Où il y a une banque de nourriture, etc. Fait que ça, c'est sûr que pour les nouveaux locataires qui arrivent dans un nouveau quartier, c'est des informations qui sont très, très, très utiles pour leur intégration, non seulement dans l'immeuble, mais aussi dans le quartier. Puis, les inviter à participer aux activités de l'association, je pense que c'est important. Il faut qu'ils se sentent bienvenus parce que ce n'est pas évident. On arrive dans un immeuble qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne, puis il y a des activités. On peut être gêné d'aller participer à l'activité. Alors, c'est important de créer ce lien de confiance en les invitant, en leur disant qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils se sentent bienvenus dans la salle communautaire. Parce que des fois, on rentre... Moi, ça m'est arrivé d'arriver dans une salle communautaire, puis on a l'impression qu'il y a un groupe qui est là, mais ce n'est pas évident de faire sa place là-dedans. Ensuite, excusez-moi, OK. Puis aussi, c'est parce que si vous accueillez bien vos nouveaux locataires, vous allez pouvoir les recruter comme membres actifs dans votre association. Fait que ça va renforcer. Plus vous avez des membres qui sont mobilisés, plus ils participent, vos membres, à vos activités, bien évidemment, plus votre association est forte. Puis aussi, pour partager les tâches, les nouvelles personnes qui arrivent, ils ont aussi des connaissances, des compétences, puis ils vont pouvoir venir compléter les compétences que vous avez, puis ils vont pouvoir donner leur coup de main aussi, même s'ils ne sont pas au comité. On l'a vu, la délégation, la participation des membres, ça demeure quelque chose d'important.
Puis, vous allez peut-être pouvoir trouver des gens pour la relève. En les connaissant, en connaissant leurs capacités, vous allez pouvoir prévoir une relève. Puis on le sait, c'est un enjeu souvent, la relève des comités de locataires. Et puis, on revient, je le répète, aller vers les gens, les rencontrer en personne, ça c'est l'expression de Robert, rien ne vaut le contact direct. On peut remettre des papiers, glisser des papiers sous la porte, mettre des papiers coller des papiers sur la porte. C'est jamais pareil que quand on parle aux gens. Alors, ça, c'est pour l'intégration. Alors, pour les former, ben, il faut, hein, si on arrive en disant, vous savez, vous êtes membre de l'association, mais ça va bien mal, il y a des chicanes dans l'association, ben, ça ne donnera pas vraiment le goût aux gens de s'impliquer. Hein? Alors, donc, avoir une attitude positive, constructive, enthousiaste, chercher à connaître leurs intérêts. C'est quoi, vous, que vous aimeriez voir comme activité dans l'association? Ben oui, vous voulez des clubs de tricot? Regardez, Gabrielle, elle a organisé un club de tricot dans son HLM. Alors, à voir qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont venir à l'association, puis qu'est-ce qu'ils peuvent développer aussi. Les informer, répondre à leurs questions. Quand on arrive dans une habitation, c'est quand que la gestion des déchets, comment ça marche dans l'habitation. C'est sûr que c'est le rôle de l'Office de faire ça, mais si l'association contribue, ben les gens vont l'apprécier parce qu'ils se sont fait dire ça une fois par la personne de l'Office, puis ils peuvent l'oublier. Ah oui, c'était quel jour la récupération, quel jour qu'on met les vidanges, etc. Donc, répondre à leurs questions est disponible. Puis, tenir compte des forces et faiblesses du monde et être prêt à aider. Si les gens disent, ah oui, moi j'ai été trésorier d'une association ailleurs, ou moi j'ai déjà organisé des événements, bien, peut-être dire, OK, vous avez cette force-là, puis si ça vous tente d'organiser une fête de Noël, on va vous aider à la faire. Puis remercier les bénévoles. Quand on est bénévole, c'est quand même du temps qu'on met, hein, c'est de l'énergie puis du temps. Donc, toujours, on revient avec ça à toutes les formations. Remercier, reconnaître les bons coups. Que les gens se sentent valorisés d'être bénévoles dans l'association. L'accueil et l'intégration, là, vous avez un beau petit tableau que vous allez retrouver dans le guide, là, qui est, dans le fond, qu'est-ce qui fait pourquoi les gens ne restent pas soit dans l'association, dans les activités, ils ne sont pas des membres actifs ou bien ils débarquent du comité. Fait que c'est sûr que si on demande à quelqu'un toujours de faire des affaires plates puis qui ne sont pas valorisantes, ben il ne restera pas ben longtemps. Il va dire, ouais, c'est juste à ça que je sers, moi j'aimerais ça faire d'autres choses. Le manque de reconnaissance, c'est sûr que si les gens ont l'impression qu'ils se donnent beaucoup et que ce n'est pas apprécié, ben c'est pareil dans nos familles. Hein. Quand on aide nos amis, quand on aide notre famille, ben on aime ça qu'ils nous disent « OK, c'est le fun, j'apprécie une petite tape dans le dos, merci beaucoup ». L'absence de sentiment d'appartenance au groupe en place. Alors, si je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans l'association, qu'il y a juste un comité qui fait entre eux leurs affaires puis leurs activités, bien, c'est sûr que je ne me sentirai pas mobilisée, puis l'association ne sera pas quelque chose d'important dans ma vie. Le fait de se sentir à l'écart du processus de décision. Alors, vous savez, c'est un comité qui décide tout seul, on l'a vu, hein, un président qui décide tout seul, ou bien un comité qui décide tout seul puis qui ne consulte jamais ses membres, bien, pourquoi les membres s'impliqueraient dans une association où est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire? Le sentiment d'isolement, le manque d'encadrement, bien là, moi, on m'a demandé de faire une tâche, mais personne ne m'aide. Puis, ils m'ont donné ça, là, ils m'ont dit, ah ouais, arrange-toi avec ça. Puis, fait que c'est sûr que ça aussi, ça ne donne pas. On va le faire, on va faire le mandat qu'on nous a donné, mais après ça, on n'en prendra plus. On va dire, non, je vais sauter mon tour. Et il y a quelque chose qui est assez présent, mais ce n'est pas juste dans les HLM, la critique. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans les journaux, puis là, peut-être plus, ça a sorti beaucoup à Montréal récemment, c'est les gens qui ne se représentent plus en politique. Ça fait 3 élus qui, récemment, ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas à cause des médias sociaux, à cause de la critique qui devient de plus en plus virulente sur les médias sociaux et tout ça. C'est sûr que on est dans un monde, même si ce n'est pas sur les médias sociaux que les gens vous écrivent, vous le vivez, hein? Si vous êtes sur le comité de locataires, vous allez être critiqué, c'est sûr. On peut pas faire... Il n'y a personne qui fait l'unanimité. Okay? Comme moi, là, je suis sûre qu'il y en a qui vont aimer ça, puis il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça, puis j'espère qu'ils vont le dire. Alors, c'est dur de recevoir la critique,
mais ça existe partout. Ça existe dans les HLM, puis ça existe partout. C'est pas, moi, j'aime pas quand on dit là, que c'est plus fort dans les HLM qu'ailleurs, c'est que c'est partout pareil. Mais c'est normal, c'est humain, puis la critique aussi, ça nous fait avancer. Parce qu'il y a des critiques qui sont bonnes, c'est pas juste négatif. Il y a des critiques qui nous disent, ben là, tu as fait telle affaire comme ça, si tu le faisais comme ça, ben ça donnerait des meilleurs résultats. Je pense qu'il faut être ouvert, faut avoir le goût de s'améliorer pour avancer. Puis un comité de locataires, je pense qu'il est aux premières loges de ça. Il faut qu'il soit capable, si un comité de locataires est toujours, ben nous autres, on fait des affaires correctes, puis les autres, je ne dirais pas, je ne veux pas être vulgaire, là, les autres qui s'arrangent, ben moi, je pense que le comité, il n'avancera pas, puis il ne sera peut-être pas réélu l'année prochaine. Alors donc, c'est une critique, il faut qu'elle soit constructive, puis qu'elle nous aide à améliorer les actions des services. Fait que quand je suis critiquée, comment je réagis? Bien, j'essaie de ne pas réagir sur le coup. OK? Je dis, je t'entends, tu n'es pas content de comment on a fait cette activité-là. OK, je vais y penser, puis je vais te revenir. Hein? Puis on garde son sang-froid, on ne se met pas à réagir émotivement parce que c'est sûr que ça peut nous toucher émotivement. Je pense qu'une des façons aussi, c'est de retourner avec le comité, puis de dire avec le comité, écoutez, j'ai parlé à Mme Une-Telle, par rapport à la fête des mères qu'on a organisée, elle trouvait que le prix était trop cher, qu'on demandait aux gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec la critique? Est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont exprimé cette même critique-là? Est-ce qu'on pense qu'on peut améliorer la situation ou non? Puis, on s'assure qu'on a une position comme comité. Parce que c'est sûr que si on se fait critiquer, mais que c'est un des membres du comité qui appuie les critiqueurs, ben là, le comité vient de manger une grosse claque parce que ça se joue sur sa crédibilité. Fait qu'il faut avoir, par rapport à la critique, il faut vraiment s'appuyer entre les membres du comité puis avoir une position solidaire. On disait, ce qui se dit au comité, c'est pas sacro-saint, là, c'est pas... on en parlait la semaine dernière sur est-ce qu'on peut dire ce qui se passe au comité. Ce qu'on disait, ben faut respecter, oui, on peut en parler, mais il faut toujours respecter les décisions qu'on a prises ensemble. On est solidaires de nos décisions. Même si on a dit, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette position-là, c'est la majorité, mais c'est la position du comité, puis si on n'est pas solidaire avec notre comité, ben là, la zizanie, les gens, ils sentent, hein, c'est comme les enfants avec les parents. Quand le père dit oui, puis la mère dit non, ben la prochaine fois, ils vont encore s'essayer d'aller joindre les deux parce que ça a marché. Fait que c'est une base de la bonne vie en comité. Ça va? On suit, c'est pas trop vite. Je regarde Catherine là, qui me dit en général si le rythme est correct. Ça va? OK, oui. C'est bon. On arrive à un autre sujet qui est toujours lié, qui est le plan d'action. Parce que là aussi, on va voir que de consulter et d'être en lien avec nos membres, c'est très important. Alors, le plan d'action annuel, qu'on l'appelle le plan d'activité, le plan d'action, la planification, il y a toutes sortes de mots qui, dans le fond, c'est de dire, OK, nous autres, on a été élus à l'Assemblée générale, c'est quoi qu'on va faire cette année? Fait qu'il y a des choses qu'on va faire qu'on n'a pas le choix, demander la subvention, gérer la salle communautaire, etc. Puis, on veut faire des activités ou des représentations pour la défense des droits des locataires. Fait que dans le fond, le plan d'action, il va venir dire c'est quoi ma boussole cette année, vers quoi je m'en vais, puis c'est comment j'y vais. Alors, il va comprendre donc le programme d'activité de l'association. Alors, est-ce que j'ai des activités pour les fêtes? Est-ce que je fais de la danse? Est-ce que je fais des cuisines collectives? Mais aussi, il ne faut pas oublier, même si, il y a des associations pour qui ça prend moins de place dans leur planification, dans leur plan d'action, puis il y en a qui eux autres, sont plus dans cette partie-là, qui sont les actions qui sont prévues pour la représentation des intérêts des locataires et le développement de la solidarité. Vous vous rappelez, les associations, ils ont 2 mandats. Travailler à la vie collective, puis entre autres, en organisant des activités pour les locataires, mais aussi représenter auprès de l'Office et des autres partenaires ou pas partenaires, là, auprès de la santé, auprès des écoles, les intérêts des locataires. Alors ça, des fois, on peut l'oublier, hein, parce qu'il y en a qui ont des habiletés là-dedans, puis il y en a qui n'ont pas d'habileté. Puis des fois, c'est plus simple, des fois plus de travail, mais plus simple d'organiser des activités. Mais c'est important aussi, puis ça fait partie, il ne faut pas oublier que ça fait partie du mandat du comité de représenter les intérêts. Alors, par exemple, c'est juste des exemples.
on a dit la dernière fois, c'est bon de rencontrer formellement au moins une fois l'Office pour faire nos demandes à chaque année. Bien ça, c'est de la représentation des intérêts des locataires. Quand on participe aux activités de la Fédération des locataires, là où ce matin vous êtes là, ce n'est pas une activité sociale pour les membres, mais c'est pour que vous sachiez dans quel environnement jouent les comités de locataires. On espère pour améliorer votre formation puis vous amener à vous développer encore plus. Si vous donnez de l'information sur les ressources du quartier, ça peut être, on peut le mettre, dans le fond, l'exemple, on peut le mettre dans les deux. Ça peut être d'enrichir l'activité parce qu'il y a les activités qu'on fait dans la HLM et les activités que d'autres vont faire dans le quartier. Puis ça, vous pouvez travailler là-dessus, à en développer avec les ressources du quartier, puis à les offrir aux locataires. Le plan d'action doit répondre aux besoins et aux souhaits des membres. Ça, c'est bien important. Okay? C'est ce qu'on disait tantôt. Une des raisons pour lesquelles les membres ne vont pas se sentir appartenir à une association, c'est si on ne leur demande jamais qu'est-ce qu'ils veulent avoir, eux autres, comme service. Alors, le comité il est là pour répondre aux besoins des membres. Donc, on ne peut pas répondre aux besoins des membres si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, l'importance de consulter les membres. Alors, une assemblée générale annuelle, c'est souvent l'endroit où les choses formelles de l'association vont se faire, le rapport d'activité, le rapport financier, l'élection des officiers. Mais il n'y a rien qui empêche pendant l'année d'avoir des assemblées. Par exemple, si l'Office prévoit de changer sa politique de location, okay? Bon, le CCR va être consulté, puis peut-être que vous qui représentez les locataires au CCR, vous voulez savoir ce que les locataires en pensent. Y a-t-il des problèmes? Eux autres, y en a-t-il qui vivent des situations particulières puis que ça pourrait influencer l'adoption d'une nouvelle politique de location? Alors, il faut les consulter. On n'a pas, nous autres, chacun n'a pas la vérité en soi. Moi, ce qui me convient, ce qui est mon besoin à moi, ce n'est pas nécessairement le besoin du voisin. Fait que si je veux connaître le besoin du voisin pour mieux le représenter, bien, il faut que j'y demande. C'est simple de même. Puis, il faut faire aussi le plan d'action en fonction de ce qu'on a comme ressources. Alors, j'ai-tu des bénévoles? J'ai-tu les lieux pour faire l'activité que les locataires souhaitent avoir? Puis, j'ai-tu les ressources financières? Puis, si je ne les ai pas, est-ce que je peux les demander? C'est où à venir? C'est si je n'ai pas les ressources pour faire ce qu'on me demande, est-ce qu'il y a un endroit où je peux les demander? Y a-t-il des demandes de subvention? Y a-t-il des demandes de mobilier? Y a-t-il des demandes d'accès à une salle que je peux faire? Alors, c'est sûr que si les membres veulent avoir des services que je ne suis pas capable d'offrir, bien, on est mieux de le dire tout de suite puis de ne pas le mettre dans le plan d'action parce qu'on va traîner ça toute l'année puis on va dire oui, mais on n'est pas capable de le faire. C'est important d'être réaliste et de dire les vraies choses au moment de la consultation. Vous avez, sur le site, je vous l'ai dit, hein, le site de la Fédération, c'est un trésor caché. Alors, vous avez dans les fiches, quand vous allez sur le site, des exemples de programmes d'activités qui peuvent être offerts. Ça donne des idées, hein? C'est toujours bien. Alors, donc, je résume. Quand je prépare mon plan d'action, il doit répondre aux besoins et souhaits des membres, donc consulter les membres. Excusez-moi, là, il y a un petit, c'est pas la version, excusez, il y a un petit changement de version, là, j'ai fait, OK. Ce que contient le plan d'action. Alors, les activités qu'on prévoit réaliser, donc les activités de loisirs socio-communautaires, les consultations, qu'est-ce que j'entends faire cette année? Alors, dans les deux aspects, dans les activités de loisirs et socio-communautaires, puis dans la représentation. Si les membres ont identifié un sujet qu'ils veulent que le comité travaille avec l'Office, bien, ça va faire partie aussi du plan d'action. Les ressources qui vont faire, pour chacune des activités que je choisis, quelles sont les ressources qui vont y être affectées, de quoi j'ai besoin. Fait que quand je fais le plan d'action, puis que je consulte les membres, puis qu'ils me demandent d'organiser une cuisine collective, fait que là, je dis, OK, on va former un comité, puis qui veut s'impliquer? Hein? Parce que le comité ne peut pas tout faire. Fait que donc, trouver c'est quoi les ressources nécessaires, puis les identifier et engager les gens à la réalisation. Puis un échéancier, hein? Un échéancier parce que est-ce que si c'est une cuisine collective qu'on me demande de mettre en place, bien, ça ne me prendra pas 2 semaines pour mettre ça en place. Est-ce que j'ai besoin de 6 mois comme comité? Est-ce que j'ai besoin d'1 an? Alors, le plan d'action, il peut être sur 1 an, mais il peut être sur 2 ans aussi. Hein? On peut voir venir, puis il y a des choses qui sont plus longues que d'autres. Donc, dans le plan d'action, on écrit l'échéance à laquelle on pense que ça va être réalisé. Une petite suggestion,
ce qu'on appelle la ligne du temps. C'est une expression pour dire, on se dit, ben, il y a le plan d'action, mais on peut se dire aussi le comité, juste pour qu'on... Oui, bonjour, j'aimerais reparler à Marie-Josée, s'il vous plaît. Oui, Robert, on t'entend. Okay. Alors, le comité, la ligne du temps, donc ça vient, parce que ce que ça nous aide, c'est que la ligne du temps, on met les choses là, qui concernent la vie de l'association de base. Là. Alors, quand est-ce que je demande, à quelle date il faut que je dépose ma demande de subvention à l'Office? À quelle date je vais faire mon assemblée générale? À quelle date je dois participer au CCR? C'est parce que ça permet au comité d'avoir un portrait complet. Hein? Il y a le portrait du plan des actions, les nouvelles actions qu'on veut mettre en place, puis il y a le portrait des actions qu'on n'a pas le choix de mettre en place. Fait que ça permet de voir qu'il y a des périodes qui sont plus occupées que d'autres. Fait que peut-être qu'on peut retarder les activités parce que là, bien, si j'ai l'Assemblée générale à préparer pour le mois de mai, bien là, je ne me mettrai pas plein d'échéances au mois de mai qu'il faut que je fasse des 3 fêtes, 2 demandes de subvention, etc. Puis, on met les responsables de la réalisation. Fait qu'on vous a fait un petit... de quoi ça peut avoir l'air. Non, j'arrive tout de suite. OK. Alors, vous voyez, on peut avoir un... C'est juste... Ça n'a pas besoin hein, d'être une affaire de 10 pages. Là. Ça peut être juste un tableau qui dit c'est quoi l'activité, c'est quoi, quand, comment, quoi, quand, qui, combien. Alors, d'organiser l'Assemblée générale annuelle, c'est quoi la date? Qui est responsable de coordonner ça? Est-ce que je dois prévoir de l'argent? Est-ce que j'ai besoin d'engager un animateur? Est-ce que je vais acheter du café? C'est quoi le budget que je mets là-dessus? Est-ce que j'ai besoin de bénévoles? Combien de bénévoles j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Est-ce que j'ai besoin d'acheter des feuilles, des cartons, etc.? Puis des commentaires, c'est un petit peu une colonne fourre-tout. Est-ce que je mets les choses que je ne veux pas oublier, ou etc. Puis là, c'est 3 exemples, là, mais il peut y en avoir 3, puis il peut y en avoir 25. Juste être réaliste, c'est bon. Parce que quand on fait un plan d'action et qu'on arrive à la fin de l'année puis qu'on n'a pas fait la moitié de nos actions, ça nous mène à une position où est-ce qu'on est plus vulnérable. Alors, je reviens sur le plan d'action. Donc, on a dit, je reviens, ce que contient le plan d'action. Après ça, le suivi du plan d'action. Alors, excusez, il y a des numéros qui ne marchent pas, c'est parce qu'on a corrigé hier soir. J'ai corrigé hier soir le PowerPoint, puis je m'aperçois que j'ai oublié de refaire certaines corrections. Donc, le suivi du plan d'action. Le rôle du comité de locataires, on l'a vu, c'est un de ses rôles de base. Okay? Une fois qu'il y a un plan d'action qui a été consulté, ils ont consulté les membres, ils se sont donné un plan d'action, ils ont publicisé, j'ai oublié, mais il faut le publiciser, le plan d'action. Les membres, il faut qu'ils sachent c'est quoi le plan d'action du comité. Puis, ben, le comité doit suivre. Alors, si par exemple, j'ai des activités qui sont prévues pour septembre, puis que je suis rendue au mois de novembre, puis que je n'ai rien fait de septembre, je fais « Oups! » Il y a un petit problème ici, fait que il faut que je me réajuste, soit que je change mes échéanciers, soit que j'ai perdu des membres, j'ai perdu des bénévoles, je vais dire, bien, cette activité-là ne pourra pas être faite cette année parce que, alors, il faut le suivre, ça, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour dire, oups, on devait faire ça, puis on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne s'en souvient plus. Donc, bien suivre son plan d'action pour être capable de rendre des comptes au bout de l'année. Puis, prendre le temps d'évaluer les activités, OK? Alors, on a parlé de la critique tantôt. C'est important de le faire en groupe, hein, de se dire, on a fait une activité, on a fait une fête. Est-ce que je prends le temps d'évaluer? Alors, le groupe, ça peut être le comité, ça peut être les bénévoles qui ont participé. Je pense qu'on ne fera pas une assemblée générale pour évaluer la fête de Noël, mais prendre le temps quand même de demander aux gens, le plus largement possible, est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Puis, vous avez là-dedans, pour le plan d'action, vous avez dans le guide des associations, toujours le grand guide Ensemble pour agir, aux pages 40 et suivantes, vous avez beaucoup d'informations là-dessus. OK, fait que là, j'arrive... Puis peut-être dire, Hélène, je l'ai mis dans le chat, mais tu sais, quand on fait un plan comme ça, ça permet aussi à tout le monde de voir tout le travail qui est invisible sinon. Parce que souvent, on voit les activités qui se réalisent, on voit les bénévoles qui joignent durant les activités, mais le registraire des entreprises, la demande de subvention à l'Office, il y a plein de choses que le comité doit faire, les finances au quotidien, et
qui est comme du travail invisible. Fait que quand on le met dans le plan d'action, ça permet quand même aux gens de voir que, ah ouais, ben, le comité, en attendant, il fait des choses. Donc, Tout à fait. juste un petit commentaire. Tu as tout à fait raison. Alors, dans le plan d'action, on peut, et là, c'est bien marqué, et on ne doit pas, là, tout ce qui est marqué là, ce n'est pas une obligation, c'est pour améliorer notre plan d'action et sa réalisation. Alors, le suivi de toutes les activités des plans d'action. Alors, on peut dire, par exemple, dans notre plan d'action, on a, si j'ai une grosse action, par exemple, implanter une cuisine collective, bien, même si elle n'est pas finie, je peux dire les étapes qui ont été réalisées. Hein, ça permet de suivre l'avancement des activités. Puis, dans le... Excusez-moi, je suis tombée dans le rapport d'activité. On n'est plus dans le plan d'action. Le plan d'action, on l'a fini ici, OK? Et là, on arrive... Ça, c'était notre modèle de plan d'action. Maintenant, on rend compte de notre plan d'action. On fait un rapport d'activité. Puis là, c'est là aussi, dans le même sens que Catherine disait tantôt, le rapport d'activité, ça permet de mettre en valeur de mettre dans le plan d'action les activités du comité, c'est important, ça montre vos actions, tout ce qui vous attend pour l'année qui s'en vient. De mettre dans le rapport le travail réalisé, bien, ça montre effectivement tout le travail que vous avez fait, mais aussi ça favorise, parce que là, les membres vont savoir qu'est-ce que vous avez réalisé. Donc, vous allez favoriser l'appartenance, la vie des gens vont avoir plus envie de participer, ils vont dire « Hey, notre comité, il en fait beaucoup d'affaires, il y a plein d'actions qui ont été faites cette année. » Donc, vous renforcez la vie démocratique puis l'adhésion. Pas nécessaire d'écrire un roman, ça n'a pas besoin. Un rapport d'activité, c'est quand même une tâche supplémentaire, hein? Fait qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de 20 pages puis d'imprimer ça en couleur, etc. C'est vraiment, ça peut tenir sur 2 pages un rapport d'activité sans problème. Ça peut aussi être verbal. La seule affaire, c'est que la mémoire va l'oublier. Un écrit, c'est sûr que ça reste plus longtemps dans la mémoire des gens. Mais si vous n'avez pas les ressources pour le faire ou vous n'avez pas le temps, vous pouvez, Robert donnait l'exemple une fois d'une assemblée générale où il était allé, puis les locataires, ils avaient fait leur rapport d'activité avec des photos qu'ils avaient prises, puis ils expliquaient pour chacune des photos que ça correspondait à une activité qui avait été faite, puis ils disaient que c'était très intéressant. Donc, il y a plusieurs formules possibles, mais l'important, c'est de rendre compte. C'est bien que les membres, ils sachent qu'est-ce que vous avez fait cette année. Puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, de dire aux gens on dit ce qu'on va faire, puis après ça, on dit qu'est-ce qu'on a fait. Puis c'est une belle occasion pour dire, regardez, on a organisé un concours de pétanque, puis c'est Madame Chose, la bénévole, qui a tout mis ça sur pied, fait qu'on la remercie beaucoup, des petits applaudissements, puis la madame, elle a le goût l'année prochaine d'en faire encore. On marche de même les humains, hein? On a besoin de carburant pour fonctionner, puis la reconnaissance, c'est un très bon carburant. OK, alors, donc, dans le rapport d'activité, ce qu'on retrouve, donc, le suivi de toutes les activités du plan d'action. Donc, si je me suis engagée, tous les engagements que j'ai pris, bien, je reviens pour dire lesquels j'ai pu réaliser, combien de personnes y ont participé, combien ça a coûté, puis si je n'ai pas pu le réaliser, pourquoi. Puis, vous pouvez aussi mettre en valeur les autres activités qui sont plus... qui peut-être n'étaient pas dans le plan d'action, mais que le comité a réalisé, comme la gestion financière, comme les rencontres que vous avez faites avec l'Office et d'autres partenaires, comme toutes les rencontres que vous avez faites à la Fédération des locataires, les formations que vous avez suivies. Cette année, la participation au mercredi de la Fédé. Il peut y avoir des projets spéciaux aussi. Des fois, on fait une assemblée générale en juin, puis on décide, on propose une planification, des activités pour l'année qui vient. Et en octobre, ben, l'Office vous arrive et dit hey, on aurait un projet, qu'on aurait de l'argent à remettre pour, par exemple, informatiser la salle commune. Alors ça, c'est un projet spécial. Ce n'était pas prévu, ce n'est pas dans les activités régulières, mais c'est un projet qui peut être intéressant, que vous pouvez trouver intéressant ou non. C'est au comité de choisir. Mais quand vous arrivez à rendre compte à vos membres, bien, vous allez dire, on a fait ça aussi. On a eu des projets spéciaux qui n'étaient pas prévus, mais qu'on a réalisés. On a fait aussi les demandes de financement que vous allez faire.
vous avez tenu combien d'assemblées avec les locataires, les consultations, etc., etc. Dans le fond, c'est de mettre en valeur tout le travail que vous avez fait pendant l'année et que les membres ont pu faire avec vous aussi et les bénévolement. On arrive à la pause. À la présentation d'une petite vidéo qui dure 6 minutes et qu'on a réussi à récupérer, comme vous avez pu voir. Donc, on va repartir avec ça. Parfait. Puis vous allez voir, de toute façon, tout ce qu'on vient de dire est résumé dans les propos des gens qui sont les sages et les experts de nos associations, de nos comités de locataires. Et je parle la vidéo. On s'est aperçu qu'il y a des choses qui nous accrochaient, qui nous intéressaient. C'était quelque chose de joyeux et ce n'était pas une corvée. Puis ce qui est important quand on fait du bénévolat, c'est par plaisir. Nous, ce qu'on fait présentement avec les critiques, on les analyse, on regarde le côté positif de cette critique-là. Parce que dans la critique, il y a toujours quelque chose de positif. Le 90 ou 95% est négatif. Et l'autre 5%, il y a toujours une vérité. Je délègue énormément. Des activités qui m'intéressent plus ou moins, je nomme quelqu'un de responsable. Cette personne-là forme une équipe avec des bénévoles. Donc, on multiplie le nombre de bénévoles qui travaillent. À ce moment-là, je délègue. Je n'ai pas la responsabilité de tout, mais je vois à tout, je supervise ce qui se fait. Et déjà, il y a une grosse différence. Aussi, au niveau des gens qui étaient exclus avant, des gens pour des raisons linguistiques ou ethniques qui ne participaient pas du tout, je suis venu à bout d'aller chercher ces gens-là aussi pour les impliquer. C'est ça que je faisais, je prenais tout sur mon dos, je me suis fait dire, puis c'est dur d'accepter de ne pas le faire toi-même. Mais j'ai vu que j'avais bien des bons amis, puis qui m'aidaient, puis ils me disaient ça parce qu'ils m'aimaient, et puis je les laisse déléguer maintenant. Éviter les chicanes dans mon comité, pour commencer, j'en veux pas de chicanes dans mon comité. Puis s'il y en a, je leur parle, je ne parle pas devant tout le monde. J'ai quelque chose à dire, c'est de personne à personne. Je ne m'excite pas pour faire la folle devant le monde. Là. Je parle personne à personne. Si on ne sera pas là, ça sera le free for all. Parce qu'on a beaucoup de monde qui vient nous voir, que dans le fond, si on ne sera pas là, ils se référeraient à l'office, mais ça ne veut pas dire qu'à l'office, ils vont être reçus comme nous autres, on peut les recevoir. Sourire. Sourire. Sourire, ce serait mon meilleur conseil. Parce que c'est très dur de dire à quelqu'un qu'on le déteste avec un grand sourire dans la figure. C'est plus prenant. Donc, si on sourit, selon moi, on est poli. Politesse attire politesse. Trouver des gens pour s'impliquer, il faut que tu fouilles, il faut que tu reconnaisses les compétences des autres et leur dire « tu es compétent dans tel domaine ». Je ne suis pas Dieu le Père, je ne peux pas te faire tout seul. Mais il a dit qu'ils sont bons. Ah, c'est Des fois c'est pas vrai, mais ça, c'est pas grave. Je dis qu'ils sont bons. Elle est à l'écoute des gens. C'est pas grand-chose à faire. Puis faire un petit peu d'empathie envers les autres. Pas gros, pas trop, mais juste un peu. Juste assez pour savoir, les comprendre. Certains autres organismes qui disent le patron, c'est le président. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le patron, c'est le comité au complet. C'est le comité qui décide. Donc, je demande, moi, s'il y a des personnes dans le comité qui ne s'aiment pas, ou si on a de quoi dire, qu'ils disent en bon Canadien français, qu'ils lèvent le linge sale en personne. C'est tout simplement ça. J'aimerais le spécifier parce que c'est un bon proverbe qui dit si tu critiques un bénévole, sois sûr d'être capable de le remplacer. Puis le fait d'être en action sur le terrain va entraîner des gens qui veulent bouger aussi. Fait que au fil des années, on a commencé à 3 personnes, puis là, on est à peut-être 25-30, juste dans le même parc d'habitation, qui participent soit au jardin, tricot pour les femmes, la cuisine collective, groupe d'achat. Moi, je fais partie d'une ligne de bon voisinage qu'il y a à Jardin Fleuri, puis c'est les 1001 trucs qu'on peut donner aux gens des fois pour tuer le conflit quand il y a le poussin dans l'œuf
avant qu'il vienne plus gros. Ça peut être aussi simple que de dire bonjour à son voisin. Si le conflit il est récent, puis qu'il est frais, des fois, c'est-tu le bon moment pour parler à la personne? C'est tous ces trucs-là qu'on donne aux gens. Exemple concret, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer créer des épluchettes de blabla, tandis qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas. Fait que c'est pas de les écœurer, c'est de délayer l'ouvrage aussi, selon les intérêts des gens, là. Puis c'est pas mal ça nous autres qui est notre truc un peu aussi, là. C'est de la virer, des fois, la critique négative en lumière. Exemple, si tu as une critique qui est négative, c'est d'aller chercher le côté pour qu'elle soit constructive, puis de virer ça en lumière aussi, là. En fait, il faut avoir une bonne écoute, premièrement. Puis il faut que tout le monde ait le droit de parole, puis tout le monde soit égal dans le comité. Aussitôt que nous, on avait décidé d'organiser ça, ça cognait à ma porte chez nous, toc, toc, toc. Ben, moi, c'est pas du poulet que je veux, c'est de la pizza. Moi, ton poulet, il faudrait qu'il soit de telle place. Alors, tous les petits incidents-là. Mais ça, c'est comment je pourrais dire? C'est comme quand tu travailles. Hein? T'as jamais tout beau, tout rose. Hein? Il y a toujours des choses qu'il faut que tu négocies. Alors, c'est la négociation à chaque fois que tu fais avec les gens. Il faut savoir déléguer. Sinon, on se brûle et puis c'est tout. Nous, on a une personne qui est responsable de la décoration, c'est notre trésorière. Un homme va être responsable de prendre son véhicule pour d'aller faire les commissions. Tous des trucs comme ça. Puis si on regarde le bon dans les autres, même le pire des bandits va devenir un bon homme, va devenir une bonne personne. Puis on n'a pas peur non plus que des gens qui ne font pas partie de l'association aident l'association aussi. Nous, on croit beaucoup en la collaboration puis le travail d'équipe. Bien, c'est important de valoriser les gens aussi. Tu sais, dans le comité, là, prendre les forces de chacun puis les exploiter le plus possible. Tu sais, on a toutes nos forces puis on est capable de travailler ensemble puis, garde, 2 mains applaudies, une seule, ça fait pas grand-chose. OK. Alors, je reviens. Est-ce que vous m'entendez? Oui, excuse-moi, je pensais que c'était ouvert. Juste mode présentation, c'est parfait. OK. On voit bien le PowerPoint. Merci beaucoup. Alors, écoutez, vous avez vu les experts, dans le fond, là, pour résumer, les experts des comités de locataires, c'est des experts en relations humaines. C'est vraiment la base. C'est de comment on agit avec les gens, dans le respect. Ils ont parlé de la délégation, de l'inclusion, de la reconnaissance, de l'implication, dire bonjour, valoriser. Ça, c'est toutes des expertises en relations humaines. Puis, on travaille entre humains, puis on parle à des humains, on se respecte, on se valorise. Puis, c'est les ingrédients principaux de la recette, dans le fond. Traiter les gens comme on souhaite, nous autres, être traités dans la vie. Alors, on se fait juste avant de prendre une période de questions, juste pour vous réchauffer un petit peu, on va se faire un petit quiz. C'est un petit quiz que l'Office d'habitation de Montréal a utilisé dans une formation déjà. Puis j'ai repiqué juste quelques questions. C'est juste pour avoir un petit plaisir, là, parce qu'il était plus long que ça. Fait que Robert va nous gérer une période de réponse vrai ou faux. Alors, la première question. C'est obligatoire pour une association de locataires de s'incorporer au registre des entreprises. Je vous donne les résultats. Oui. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc, 83% des personnes disent que c'est pas vrai. C'est faux. Alors, ils ont raison. C'est pas obligatoire, mais ça a beaucoup d'avantages. On a dit ça a beaucoup d'avantages parce que ça protège, entre autres, la responsabilité personnelle des membres. Et aussi, il y a beaucoup, si vous allez chercher des subventions, beaucoup de bailleurs de fonds vont demander que vous soyez incorporé. Puis, ça aide aussi pour ouvrir les comptes de banque, même si des fois, il y a des endroits où on peut, c'est pas partout au niveau des comptes de banque, la même règle partout, là. Mais oui, vous avez raison, c'est faux de dire que c'est obligatoire. C'est souhaitable, mais pas obligatoire. OK, on passe à la question 2. Les règlements généraux aident au bon fonctionnement de l'association. On parle le vote. Mon Dieu, vous êtes rapide, là.
Déjà 21 votes, 22. En 12 secondes, on a du monde qui sont vraiment efficaces sur la souris. Alors, et puis, non seulement ils sont efficaces, mais ils sont bons en plus. Ah oui! Écoute, on peut pas souhaiter mieux. C'est bon, vous avez tout à fait raison. Alors, on arrive à la troisième question. C'est l'Office d'habitation qui décide des règles de fonctionnement des associations de locataires. Et le vote est lancé. Alors, les résultats sont... Et en tout cas, au moins, sur la question de l'autonomie, on a tous compris la même affaire. C'est super bon, vous êtes bons. Alors, hop là, j'en ai mis une de trop. Bon, excusez-moi, là, j'ai fait une petite niaiserie. On peut faire la 4, ouais. La 4. Au sein des comités de locataires, c'est le président qui décide. Les autres membres suivent, ils n'ont pas le même pouvoir que lui. Vrai ou faux? Si vous avez écouté la vidéo, là, il y en a un qui le dit là-dedans, la réponse. Oh. Exact. Fini les présidents de comité qui font la loi. OK. 100%, c'est quand même, hein? Hey, vous êtes trop bons. Seuls les membres élus au comité de locataires peuvent organiser des activités dans la salle communautaire. C'est un peu plus compliqué, celle-là. Ça réfère à ce qu'on a vu la semaine dernière sur la gestion de la salle communautaire. Eh bien, vous étiez toutes là la semaine dernière. Vous avez beaucoup d'expérience. Alors, vous avez raison parce que dans l'Office se garde toujours la possibilité d'utiliser la salle pour ses activités ou pour des activités pour les locataires, mais de façon majoritaire, c'est le comité de locataires qui va assumer la gestion de la salle. On arrive à la période de questions. OK, on commence. Catherine, Oui, alors, tout le monde m'entend. Donc, on a plein de questions. On avait même des questions en banque qui datent de la semaine dernière. Donc, on va essayer d'être systématique. Je commencerai, en fait, par une question qui concerne davantage... c'est financier. On va attendre après la présentation d'Élisabeth. Hein? Oui, oui. Le financier assurance, là, ça va être tantôt. Mais garde-les. Oui. Il y avait Joanne qui nous demandait on fait quoi quand les commentaires des membres du comité sont des critiques négatives envers les locataires? Donc ça, il y a peut-être des petits trucs à donner. On a parlé de la critique tout à l'heure, mais nous, si on est un membre de comité, hein, parce que Joanne, c'est un membre de comité, donc quand on reçoit des commentaires négatifs, mais envers d'autres locataires, comment on peut réagir? Je pense que c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Puis, il n'y a pas une réponse unique. Hein? Ça, c'est des questions qui sont... On touche là la question des rapports humains. Je pense qu'on revient à tantôt de la même façon. Je pense que la première réaction, c'est de garder son sang-froid et de rester calme, puis ne pas se mettre à rentrer dans la relation émotive parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous toucher là dans ce que la personne a nommé. OK? Je pense qu'on peut entendre, essayer de comprendre, parce que des fois, les gens vont exprimer quelque chose, puis ça a l'air bien dur, mais en arrière de ça, là, je pense qu'il faut prendre le temps d'être sûr qu'on a bien compris c'est quoi la préoccupation de la personne. Est-ce que je peux te donner un exemple? Oui. Donc, sur le comité de l'association locataire, sur le comité, il y a un membre qui a une grosse voix, cette personne-là, et blasphème énormément. Donc, elle approche un locataire, puis hausse la voix et blasphème. Je vais donner un exemple. Là. Oh, ton affaire, c'est crissement pas bon, puis tabarnak, tu ne sais pas comment faire. Mais ces deux personnes-là ont de la misère à se regarder.
Mais lui, là, il est sur le comité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'essaie de l'approcher et de dire, ben, écoute, use de diplomatie, essaie de parler, laisse la personne s'exprimer. Si tu vois que tu n'es pas capable, dis-lui que tu vas revenir plus tard. Non, mais la personne ne veut pas rien entendre. Moi, elle m'a dit, ben, écoute, je vais démissionner, c'est un paquet de problèmes, je suis tannée de vous me dire de quoi faire. J'ai de la misère avec ça. Je ne sais pas comment régler cette situation-là. Bien, moi, je pense que, puis peut-être que les gens de la Fédé pourront compléter, je pense que vous avez eu premièrement, la bonne première réaction, d'essayer d'expliquer à la personne les effets de son comportement. Je pense, ce qu'il faut faire attention, c'est que la personne ne se sente pas jugée. Si vous lui répondez en disant, ben oui, t'es juste un ci, t'es juste un ça, ça, là, la communication, elle est rompue. Je pense que de l'approcher sur les effets en disant, écoute, que tu sois comme ça ou non, c'est ta personnalité, mais il faut que tu regardes les effets sur les autres. Et si ça ne change pas, je pense qu'une des solutions, c'est, on a parlé du code de vie dans la salle communautaire, le comité aussi peut se donner un code de vie, où là, le groupe ensemble va se donner des règles. Puis les règles, ça peut être comment on communique entre nous, la politesse, le respect, et aller chercher un engagement des membres du comité. Je ne sais pas si... Mais cette personne-là est un membre du comité, là. Bien, c'est pour ça, il va être obligé si vous faites la discussion en comité, de le quitter, sans le viser personnellement, mais dire, on va se donner des règles ensemble de comment on communique entre nous et avec les autres locataires, bien, il va être lié par les règles aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qu'on change. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous pouvez essayer de les encadrer avec des règles, mais il n'y a jamais de succès à 100% garanti. Si la personne est mal polie, a un risque. Si ça fait 60 ans qu'elle est mal polie, là, c'est probablement qu'elle va continuer à être mal polie, mais les gens peuvent changer. J'ai eu un commentaire de quelqu'un, puis on en a parlé de ça, qu'on ne pouvait pas exclure les gens. Là, il y a quelqu'un qui m'a lancé comme commentaire, mets-le dehors. On ne peut pas faire ça. On m'a dit qu'à moins d'avoir quelque chose de drastique, puis réellement qui rentre à l'encontre du bien-être d'une personne, je ne peux pas demander à cette personne-là, ou bien d'autres, écoute, on est 3 sur le comité, là, je ne peux pas demander à cette personne-là de quitter. Est-ce que je peux me permettre? Oui, vas-y. On vit ça un peu partout dans n'importe quelle organisation. Hein. Il y a du monde commode, il y a du monde pas commode. Oui. Moi, je pense que le rôle en comité, la responsabilité qu'on a comme président ou comme présidente, c'est de dire, regardez, là, le comité, nous autres, là, on est là pour rassembler tout le monde. On veut attirer le monde. Fait que on va en jaser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer le monde? Puis dans les affaires qu'on peut faire, il y a les activités qu'on peut faire, mais il y a l'attitude qu'on a aussi. Puis là, on revient à, oui, il faut se forcer pour être souriant, il faut être accueillant, il faut parler à tout le monde, il ne faut pas sacrer après les gens. On peut se répéter ces règles-là en disant, c'est ça qu'on peut faire pour que ça marche. Après ça, les gens peuvent avoir, il faut les rallier à ça, là, parce que ça ne donne rien d'expulser du monde. À un moment donné, on est tous dans les mêmes blocs, on va rester dans les mêmes immeubles pareils. Ça fait qu'on ne peut pas expulser un. Il faut changer. Ça fait faut dire comme comité, qu'est-ce qu'on fait ici? Là? On est 3, on est 5. Qu'est-ce qu'on fait ici? On veut tout que ça marche, hein? Sans ça, on ne sera pas là. Fait que là, à quoi il faut faire attention? Puis toi, tu as tel défaut, fais attention, mais il faut le prendre en bien. Il ne faut pas le prendre en blâmant les gens. Puis l'autre chose que je dirais, c'est, donc, il faut donner le bon exemple comme comité. Mais tu sais, il y a des comités qui disent dans les salles communautaires et nos activités, là, c'est interdit de faire du commérage. C'est interdit de parler en mal des autres. Ici, quand tu viens dans la salle, on veut juste du positif, on ne parle pas en négatif de personne. Puis ça, je pense que c'est important de marteler ce message-là tout le temps. Là. On est ici pour avoir du plaisir, pour parler en bien du bon. Ceux qui veulent chicaner et parler en mal des autres, là, allez le faire à l'extérieur, pas dans nos activités. Quand on tient cette ligne-là tout le temps, bien là, on déteint ces autres. Puis même les plus malcommodes vont être un petit peu moins malcommodes. Je pense que c'est ça l'alignement qu'il faut avoir. Peux-tu me permettre de rajouter aussi que nous autres, on a un technicien en soutien communautaire qui s'appelle Alex Dubreuil. Quand tu as un problème dans ton comité, et moi, en tout cas, mon technicien, il fait très bien le travail pour nous aider. C'est ça, je voulais vous rajouter. Des fois, quand ça vient d'une personne qui n'est pas dans le comité, ça peut aider aussi à... Ça peut être soit quelqu'un que vous connaissez qui a une bonne relation avec cette personne-là et qui va avoir de l'influence. Vous pouvez demander à cette personne-là d'intervenir si vous pensez qu'elle peut avoir de l'influence sur la personne. Ça peut être un autre locataire
Ça peut être aussi une ressource de l'extérieur. Ça peut être aussi de dire, OK, on va sortir de son problème qui le vise lui, puis comme comité de locataire, on va faire venir quelqu'un qui va nous parler en général de comment, c'est quoi les attitudes qui sont recommandées dans un comité de locataire pour... Puis des fois, d'entendre d'une personne d'extérieur, ça peut amener du changement. Comme je vous dis, on essaye plusieurs affaires, là, mais on a une obligation d'essayer, mais le résultat ne nous appartient pas, ça y appartient à lui. Mais ultimement, c'est une personne mis plus au comité qu'à l'aide. Mais là, on parle de cas en dernier recours, là. Oui. Quelqu'un qui manque de respect aux autres systématiquement, qui fait peur au monde. Oui, le comité peut dire, écoute, là, regarde, on travaille pour rassembler tout le monde, pour attirer le monde. Tu nous nuis plus que tu nous aides. On te le dit gentiment sur tous les tons, de toutes les manières possibles et imaginables. À un moment donné, on va te demander de t'en aller. C'est possible de faire ça, mais c'est dans des cas extrêmes. Parce qu'il ne faut pas avoir la première idée, ce n'est pas de se débarrasser des gens, parce qu'on le disait tantôt, des bénévoles, c'est rare. On essaye d'en avoir, on n'essaye pas d'en perdre. Il faut les travailler au corps. Puis moi, je connais plein de gens qui sont malcommodes, qui sont moins malcommodes quand ils sont dans des comités, parce que là, ils servent une cause, puis ils savent, puis ils font plus attention, mais des fois, ils s'échappent. Je pense qu'il faut faire, en règle générale, là, les bonnes présidentes, les bonnes présidentes de comité, là, ils ont su mettre à leurs mains des hommes un peu plus malcommodes dans la place, puis ils ont su les transformer un petit peu là, pour qu'ils soient d'humeur plus égale. Alors, comme moi, je pourrais vous nommer plein de noms de monsieur là, qui sont dans des comités. Laissés à l'état lousse, ils ne seraient pas les plus commodes, mais il y a quelqu'un qui les a mis à leurs mains. Mais je connais la personne. Moi, je sais qu'à quelque part, c'est sur le moment, puis 2 jours, 3 jours après, elle revient en s'excusant, là, tu sais. OK. C'est Catherine. Parfait. Oui, un petit instant. Je vais donner les tours de parole. Ça va être à Malherbe. Je vais simplement dire, par contre, que, tu sais, Joanne, dans ton intervention, moi, les cas où ça s'est réglé, hein, parce que j'ai déjà travaillé avec des associations de locataires aussi dans un autre contexte, c'est quand les membres se parlaient, ils se disaient, ben moi, là, quand tu as cette attitude-là, voici aussi ce que ça me fait. Après, je suis plus capable de parler, tout ça, sans exclure la personne qui dit, je veux continuer à travailler avec toi, mais quand tu sacs, quand tu parles très, très fort, voici ce que ça me fait. Fait que, si on est capable aussi d'avoir le courage de nommer les choses en petits comités, puis que la personne, en les nommant, on l'exclut pas, puis on fait pas juste dire, ben toi, t'es comme ça, toi, c'est pas correct ce que tu fais, dire, ben voici, est-ce qu'on peut trouver une façon de se parler autrement parce que on a le goût de continuer ensemble, on est une équipe. Moi, je voudrais poser une question à l'ensemble des gens qui sont là. Est-ce que... Mais là, Joanne, ouais, je m'excuse, c'est juste qu'il y en a qui veulent parler. Oui. Et ouais, j'ai plein de questions aussi qui me sont posées. Donc, je voudrais respecter le tour de parole de chacun pour laisser la parole à chacun, d'accord? Okay. Mais si on peut y revenir, on refera la boucle. Mais là, j'ai Malherbe qui attend depuis un bon moment. Ensuite, il y a Richard, il y a Constant, puis j'ai aussi des gens dans le chat. Donc, à toi, Malherbe. Oui, c'est ça. Avant de poser la question à Mme Bohémier sur la séance la dernière fois, juste pour faire suite à la question qu'on est en train de discuter, moi, j'avais fait partie pas une association, mais on m'avait fait appel à moi pour aller diriger une association qui a un problème, un comité. Le président, il y avait des pétitions qui a été faite sur le président. Et puis, celui qui est trésorier, il avait signé dans la pétition. Là, c'était grave, là, contre le comité. Mais quand j'ai pris le guide des associations, j'ai expliqué au monsieur avec le comité le rôle de chaque membre de l'association. Donc, à ce moment-là, on lui avait fait venir et puis elle a discuté, elle a dit pourquoi il avait fait ça, il n'était pas au courant s'il n'avait pas le droit. Et puis après 2 séances, et puis le problème était réglé, là. Donc, c'est démontrer le rôle de chacun dans un comité. Donc, la personne doit respecter qu'est-ce qu'il dit dans le guide des associations. Donc, juste pour fermer, ma question est à Mme Bohémier. La dernière fois, je vous ai écouté, vous avez dit que l'Assemblée, dans une association, l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui décide 2 personnes de l'extérieur
qui doivent faire partie de l'Assemblée et qui doivent faire partie du comité. Mais moi, la question, pourquoi que si l'Assemblée décide 2 personnes, comme moi, dans ma association, c'est moi qui est le président, j'habite dans un autre endroit, de personnes âgées, je n'ai pas le droit d'être représentant de l'association au comité de secteur. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Attendez, je veux juste être sûre que je comprends bien votre question, puis je ne suis pas sûre que j'ai la réponse. Monsieur Malherbe, vous dites que comme vous avez été choisi dans l'Assemblée des membres pour être au comité de locataires. Oui, exactement, oui. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas le droit de représenter au comité de secteur l'association? Je vais vous dire, je me souviens plus de ce bout-là. Là. Je ne sais pas si Robert peut m'aider. Écoutez, moi, mon point de vue, il est simple là-dessus. C'est quand tu formes une association de locataires, c'est le conseil d'administration de l'association qui délègue les personnes qu'elle veut pour représenter l'association dans différentes places, que ce soit à aller faire un tour à l'hôtel de ville, aller à l'office, aller dans les comités de secteur. C'est les membres élus du comité du comité des locataires qui ont le droit de choisir qui vont déléguer n'importe où. C'est votre droit à vous. Moi, je pense que ça devrait être respecté. Si un office ne le comprend pas comme ça, bon, on en discutera avec cet office-là. Mais le principe est simple. Quand on parle de l'autonomie des associations, c'est que l'association a le droit de déléguer qui elle veut dans une place où elle a le droit d'aller. Je pense que tu devrais, Robert, discuter avec l'office parce que moi, ça m'était arrivé. C'est pour ça que je n'ai jamais eu l'occasion de représenter l'association. Ou même au CCR, on n'a pas le droit. Même si on est représentant au secteur, on n'a pas le droit au CCR. Okay, regarde, on n'en fera pas. Non, mais c'est juste une question. Vous pouvez travailler là-dessus après. Ouais. C'est clair que le principe, c'est qu'une association autonome, si elle a le droit d'envoyer du monde à des places, c'est elle qui a le droit de choisir qui elle va envoyer. Ça, c'est évident. OK. Donc, à travailler, on retient Malherbe. Oui. Bonne question. Donc, on va poursuivre. La personne qui a levé la main dans les tours de rôle, ensuite, c'était Richard. Oui, bien, moi, vous m'entendez bien? Oui. C'est pour dire que je suis nouveau et puis ce que j'ai appris de plus dernièrement, c'est gérer mes émotions et puis je voulais juste le mentionner. C'est ça qui m'a sauvé d'ailleurs, puis c'est un gros travail, puis je m'aperçois que c'est pas juste du bénévolat, c'est un cheminement personnel et puis tout ça, c'est très intense, mais ça fonctionne et puis je suis fier de moi. Bravo. Merci de votre témoignage. Oui, merci. Oui. Je vais prendre une question que j'ai en banque et je reviens à Constant par la suite. Donc, on avait Mélissa de La Prairie qui nous demande, je voudrais savoir, lorsque les mandats des gens, soit au CCR ou au CA, dans les associations de locataires, sont à terme et qu'aucune élection a lieu et aucun renouvellement se fait, que se passe-t-il à ce moment-là? Puis là, c'est sûr que Robert, il a répondu dans le chat, mais j'aimerais ça qu'on le dise à tout le monde. Puis, on est dans un contexte particulier actuellement. Donc, Robert, si tu peux, dans le fond, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au chat, il y en a qui écoutent. En temps normal, c'est sûr que quand les mandats des gens sont finis, on est en droit d'exiger qu'il y ait une élection dans les mois suivants, qu'il y ait une élection pour élire les gens, parce qu'on est en démocratie, on n'est pas en dictature. Les gens ne peuvent pas rester éternellement. Quand les mandats sont finis, il doit y avoir des élections. Sauf que là, on n'est pas en dictature, mais on est en pandémie, puis on est dans une situation exceptionnelle. Et ce qu'on a convenu depuis le mois d'avril l'an passé avec la Société d'habitation du Québec, c'est de dire que tous les locataires qui sont élus, que ce soit dans une association, dans un comité consultatif ou au CA de l'Office, tous ces gens-là, on étire les mandats. Ils restent en poste tant et aussi longtemps qu'il y a une interdiction de tenir des assemblées générales. Le jour où, bientôt, je l'espère, on va pouvoir tenir des rassemblements, bien, le jour où l'interdiction de se rassembler va être levée, on va avoir 4 mois pour tenir nos assemblées générales, pour tenir nos élections. Donc, on étire les mandats de tout le monde jusqu'à ce jour-là qu'on espère bientôt, où on pourra tenir des assemblées générales puis normaliser la situation en temps des élections. Merci, Robert. Donc, est-ce que ça répond, Mélissa?
Je ne la vois plus. Elle est peut-être dans ma deuxième page. C'est bon. Donc, je vais passer la parole à Constant, la vedette du jour. Je te taquine, Constant. À toi la parole. Je te remercie. Moi, c'est à propos de la gestion de conflits. À quelque part, moi, ce que je conseille fortement, c'est qu'il y a Equijustice qui donne des formations sur le bon voisinage. Puis, il y a beaucoup de techniques de communication, justement, pour faire de la gestion de conflits. Puis, pour les locataires qui s'intéressent, il y a des formations qui donnent sur la médiation aussi, que c'est très, très, très utile. Moi, j'ai passé au travers de ces démarches-là, puis ça m'a énormément servi dans mon milieu. Puis, ça m'a beaucoup servi quand j'étais président de CCR, parce que j'ai réglé des conflits d'associations, puis c'est grâce à eux autres. Puis, à quelque part, si je m'implique encore aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux autres, parce qu'ils m'ont vraiment donné des trucs, justement, pour me retenir, comme mon collègue Richard a dit, là, j'ai passé par des émotions aussi quand j'ai commencé au début, puis c'était quelque chose. Fait que ça vaut la peine. Sur le site, en cliquant là, sur J'aime mon voisin, il y a des outils là, pour ça aussi qui peuvent aider. Pour ça que j'invite les gens à aller voir. Constant, pouvez-vous nous redire le nom de l'organisme? Equijustice. Oui, mais dans le fond, Equijustice, c'est un organisme qui est, dans le fond, dans les organismes de justice alternative. Et maintenant, les organismes de justice alternative ont le mandat de médiation citoyenne. Avant, ils faisaient beaucoup les travaux communautaires, ces affaires-là. Et maintenant, ils ont ce mandat-là et vous avez tous, dans chacune de vos régions du Québec, un organisme de justice alternative. Et avec ce nouveau mandat-là, il offre toutes sortes de services, comme Constant le dit, dont la formation au niveau de la médiation, tout ça. Fait que comme comité, ça peut être effectivement une très, très bonne ressource. On les a fait venir au CCR, puis c'était une formation qui a duré une demi-journée sur le bon voisinage. Fait qu'il y a eu beaucoup de techniques qui s'est transmis là, puis c'était justement des leaders. On avait une vingtaine de personnes impliquées dans les milieux au CCR. Dans ce temps-là, ça a servi à tous ces gens-là, puis à quelque part, ils ont tous été chercher de quoi qui les a aidés. OK. Il y a eu des bons commentaires de ça. Élie est super rapide, elle vient de le faire. Elle a mis Equijustice, elle a mis dans le fond, le regroupement des associations de justice alternative, leur adresse courriel dans le chat. Puis je vais aller le mettre dans le PowerPoint, comme ça restera pour le futur. Merci, Constant. Super. Donc, on va passer, je n'ai pas d'autres mains levées. Là, je reviens avec une question qui a été posée la dernière fois. Là, on aimerait encore qu'on clarifie la différence entre le fait pour une association d'être enregistrée ou incorporée. Donc, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en existe une? Alors, c'est des termes qui sont quand même assez généraux. Alors, enregistrer, bien, il pourrait y avoir d'autres lieux où on peut aller s'enregistrer. Mais quand on parle de s'enregistrer au registre des entreprises du Québec, le registre des entreprises, c'est comme le bureau qui reçoit les incorporations. L'incorporation, c'est l'acte juridique. C'est que je demande, il y a des formulaires que je dois remplir, j'ai des conditions que je dois remplir qui vont me permettre de devenir une corporation à but non lucratif qui est régie par des lois qui s'appliquent et qui me donne ce statut de compagnie à but non lucratif, d'organisme sans but lucratif. Alors, c'est ce qu'on appelle s'incorporer. Alors, le bureau du registre, c'est le bureau qui reçoit les demandes d'incorporation, mais c'est aussi le bureau qui va recevoir, par exemple, si vous allez faire une demande pour réserver un nom, qui va recevoir à chaque année que vous devez payer votre petite licence, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, les frais d'enregistrement. Alors, quand on parle de s'enregistrer, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Généralement, ce à quoi on réfère, ça veut dire s'incorporer. Alors, parce que s'enregistrer, ça pourrait être, Robert me parlait entre autres qu'il y a des municipalités qui ont créé des registres pour des comités qui voudraient devenir être comités de loisirs reconnus par la municipalité. Alors ça, c'est une autre forme d'enregistrement, mais où il y en a d'autres qui vont s'enregistrer comme un organisme de bienfaisance, c'est d'aller s'inscrire à un registre qui existe, mais il y en a plusieurs registres. Mais si au Québec, on parle de s'enregistrer au bureau du registraire pour une incorporation, c'est vraiment un processus légal
qui nous permet de devenir un organisme sans but lucratif avec des droits et des règles. Puis je vous disais, les deux principaux, c'est que ça permet que les membres du conseil d'administration ne sont pas personnellement responsables des actes de la corporation, puis ça permet de recevoir certaines subventions qui l'exigent. Est-ce que ça répond? Oui, non? Il fait Ah! José, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, parce qu'il faut faire attention au niveau comptable. Tout comme on a l'habitude, des fois, je donne un exemple à l'Office municipal d'habitation de Montréal, d'appeler un comité, puis de ne pas faire la différence avec une compagnie qui est enregistrée comme OBNL. Quand on emploie le terme incorporé, il faut faire attention, il y a la charte fédérale. C'est ça l'incorporation, la vraie incorporation avec une charte de charité qui te donne accès à des subventions fédérales. Au Québec, ce n'est qu'un enregistrement, mais autrefois, il y avait l'enregistrement, il y avait l'incorporation, mais l'incorporation, c'est plus quand on est au niveau fédéral. Parce qu'au Québec, on est enregistré, puis on a tendance à appeler ça une corporation, mais une corporation, il y a un livre noir, ça passe au tribunal sur Saint-Antoine, ça doit être approuvé, c'est au niveau des chartes fédérales de charité, le terme incorporation. Souvent, on va le voir Inc., mais allez voir, ils sont fédérales, ils ne sont pas provinciales. Bien, la loi sur les compagnies à but non lucratif est provinciale, mais je ne veux pas qu'on allonge le débat. Ouais. Non, mais c'est juste de faire attention. Okay. Il y a deux types d'incorporation. Okay. Ce qui est important de distinguer, c'est le numéro d'entreprise du Québec, hein, qui va nous servir pour plein de subventions. Ce dont José nous parle, c'est le numéro de charité qui est autre chose. Hein, le numéro d'entreprise du Québec, puis un numéro de charité qui est associé au fédéral, effectivement. C'est deux choses distinctes. Je pense que juste ça, c'est déjà bien de distinguer les deux. Puis je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour ce volet-là. Alors là, j'ai des mains qui se sont levées. On va prendre les 3 dernières mains, puis ensuite, on va poursuivre parce que là, le temps file. Et les gens qui veulent continuer à faire des questions dans le chat, on les prend en banque. Mais après ces 3 interventions-là, j'en prendrai pas d'autres. On va poursuivre la présentation. Donc, brièvement, si vous avez une question, donc on va commencer par Gabriel, Constant, José, si tu avais autre chose à ajouter. Donc, Gabriel, c'est à toi la parole. Bon, nous, on est enregistrés, on paye une charte au gouvernement. On a perdu le droit au numéro de charité par rapport à ce qu'on n'était pas, je ne sais pas trop quoi, en tout cas. Avant, on avait la subvention de centrale, on ne l'a plus. Mais on reçoit de la ville un montant de 1 500 $ par année parce qu'on est enregistré par le gouvernement, puis on paye une charte à chaque année. J'ai l'impression que cette charte-là nous permet peut-être d'avoir des subventions autres, comme le fonds d'aide des bingos. On le reçoit parce qu'on est subventionné. On a une charte. Je ne suis pas sûre, là, mais... Ben, ce que vous dites, dans le fond, c'est ce que c'est un peu... La question, je ne veux pas rentrer dans les numéros de charité parce que moi non plus. Ils ont des exigences très complexes et c'est peu d'organismes. Avec les années, ils ont de plus en plus restreint l'accès aux numéros de charité. Ceci dit, oui, il y a des bailleurs de fonds qui demandent que les organismes aient une charte, soient incorporés pour accepter de donner les subventions. Vous avez raison. Puis il y en a qui ne le feront pas. Ce n'est pas le conseiller municipal qui vous donne une subvention de son fonds personnel. Il ne vous demandera pas d'avoir une incorporation. Là. C'est bon. On va passer à la question de Constant. Oui, moi, c'est un commentaire. Quand il parle de règlement, c'est pas compliqué. C'est les règlements d'association que vous avez adoptés lors de la fondation. Fait que vous n'avez pas à tout refaire des règles de A à Z. C'est carrément ceux que vous avez lors de la fondation que vous avez adoptés. Fait qu'il y a bien des associations qui ont envoyé carrément le modèle de la fédération, puis ils sont enregistrés. Fait que c'est une étape, ça, qui peut vous sauver bien de l'ouvrage, bien c'est celle-là. Tout à fait. Vous avez raison. OK. Donc, José, tu as rebaissé la main. Dans le fond, c'était le commentaire que tu voulais faire tout à l'heure. Parfait. Donc, on va poursuivre.
Et je vais prendre les mains levées pour la suite, mais on va continuer la présentation. OK. Alors, une des réalités de la vie des comités de locataires, c'est qu'ils sont souvent sollicités par les locataires pour régler des problèmes qui sont soit collectifs, soit individuels. Alors, on va regarder les uns et l'autre, puis on donnera des exemples. Juste tenir compte, il y a des principes, OK? Alors, on peut le regarder, il y a différentes façons d'approcher cette réalité-là. On peut se concevoir comme étant le comité qui règle les problèmes de tout le monde, mais aussi on peut, puis c'est celle-là qui est privilégiée par la Fédération, plus se concevoir comme on a un rôle à jouer pour développer la solidarité dans notre milieu. Alors, l'entraide, la solidarité, c'est un rôle qui est porté par le comité de locataires. Et ça va changer notre approche de comment on répond aux locataires à leurs demandes. Alors, on a parlé déjà, je pense, je ne me souviens plus, la semaine dernière ou la semaine avant, sur travailler sur la capacité d'agir. Alors, c'est une expression qui est utilisée, mais des fois, les gens vont parler d'empowerment, il y en a qui vont parler de apprendre à pêcher, aussi, il y en a qui vont parler, alors ça, c'est Paul Morin qui l'apporte beaucoup sur, on va travailler à ce que les gens développent leur capacité, lui il appelle ça les capabilités. Autrement dit, je ne ferai pas à la place d'eux, mais je vais travailler avec la personne, je vais l'accompagner pour qu'elle le fasse, puis que la prochaine fois, elle soit équipée. C'est juste que c'est sûr que c'est un principe de base qui devrait, autant au niveau de la fédération que des associations de locataires, être à la base de notre action. Il faut juste tenir compte que des fois, on est dans un contexte où est-ce que l'empowerment ou l'apprendre à pêcher, il y a quand même des limites. Alors, par exemple, on a des locataires... Hélène, je m'excuse. Si tu peux repartager ton PowerPoint. Ah, il n'est pas là? Non. On avait cessé le partage tout à l'heure pour discuter en grand groupe. C'est plus agréable. Ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Voilà. Alors là, je suis rendue trop loin. Je vais juste revenir. Voilà. On est ici, puis en mode affiche. Est-ce que ça va là? Excellent. Merci beaucoup. Parfait. OK. Alors, donc, on est dans un contexte où est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont dans notre habitation qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais, qui ont des problèmes d'alphabétisation, donc qui, devant un formulaire ou devant une lettre de l'office, ne comprendront pas vraiment ce qui est écrit. On a des gens qui n'ont pas de téléphone, on a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, on a des gens qui sont en perte d'autonomie, on a des gens qui ont un handicap physique ou intellectuel ou toute situation. On a des gens qui peuvent être en train de vivre des situations familiales qui font que là, ce n'est pas le temps de leur dire « je vais développer tes capacités », c'est le temps de les aider. Alors donc, il ne faut pas oublier ce contexte-là. Alors oui, travailler sur l'empowerment, que les gens développent leur capacité de régler leurs problèmes, mais aussi être, quand on dit développer la solidarité, c'est être sensible à la situation des gens, puis adapter notre aide en fonction de ce que les gens vivent. Alors, ça peut être des problèmes. Juste pas s'inquiéter, c'est un rôle qui est reconnu dans la directive des locataires. Alors, dans les rôles des comités de locataires, c'est représenter et défendre les droits. Oh, excusez, c'est parce que les droits des locataires. Représenter et défendre les droits des locataires, c'est écrit comme ça dans la directive de la SHQ. Alors, les problèmes individuels, ça peut être effectivement mon propriétaire, l'office m'a envoyé une augmentation de loyer, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec comment ils ont calculé mon loyer, j'ai besoin d'aide, est-ce que l'association peut m'aider? Alors, l'association, elle peut donner. C'est toujours à peu, hein? Ce n'est pas une obligation pour l'association, c'est juste que si elle veut travailler à la solidarité dans les milieux, bien, il y a une attente des membres qui vont avoir de l'aide un petit peu de leur association. Alors, l'association peut donner de l'information, elle peut faire l'accompagnement. Alors, si la personne se rend à l'office et dit, bien, moi, je ne parle pas bien français, mais je ne suis pas sûre que je vais comprendre ce qu'ils vont me dire, bien, elle peut accompagner la personne physiquement. On ne fait pas à la place du locataire, mais comme je vous disais, c'est toujours dépendamment du contexte. Puis si la réponse la demande du locataire, on va inviter le locataire à utiliser les créneaux qui sont les créneaux normaux. Alors, si l'office a une politique, par exemple, pour recevoir les contestations de loyer
ou un bureau ou les plaintes des locataires, on va accompagner le locataire à suivre la procédure qui est exigée. Puis, s'il n'y a pas de réponse au locataire dans un délai raisonnable, l'association peut aussi faire des démarches en disant, écoutez, là, nous, on a accompagné le locataire, il vous a fait toutes les démarches, puis là, ça fait 3 mois, puis il n'y a pas de réponse, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Puis si l'Office ne répond pas, on peut aller voir le CCR puis dire, écoutez, voici la situation, puis là, le CCR va décider ou non s'il se saisit puis s'il fait une intervention. Puis s'il n'y a pas de solution, les représentants des locataires qui sont élus au CA peuvent amener le dossier. C'est sûr que les problèmes individuels, on souhaite qu'ils se règlent plus au premier niveau, qu'ils se règlent directement avec l'Office, mais il faut trouver des solutions quand les problèmes ne se règlent pas. Les problèmes collectifs. Alors, par exemple, la rampe d'accès, elle ne respecte pas l'angle qui est prévu par le Code de construction pour les personnes qui sont en chaise roulante, par exemple. Alors, si la plainte vient de plusieurs locataires, elle concerne les services, les espaces communs de l'immeuble, et le comité peut faire à ce moment-là, c'est sûr que ça, c'est le pain et le beurre des comités, de faire les démarches auprès de l'Office quand il y a des problèmes collectifs. La même chose, s'il n'y a pas de solution, on demande au CCR d'intervenir. S'il n'y a pas de solution, on peut soumettre au CA de l'Office par les représentants des locataires. Voilà. On continue, puis s'il y a des questions, on les prendra à la fin. Alors, c'est le temps de notre vedette invitée aujourd'hui. Notre vedette invitée, je pense que vous la connaissez déjà. C'est Elisabeth Pham, elle est directrice administrative à la Fédération des locataires. Et Elisabeth, c'est donc la spécialiste de la finance. C'est elle qui tient les cordons de la bourse, en collaboration évidemment avec ses collègues et sous les directives du conseil d'administration. Donc, elle va nous parler. Elisabeth, es-tu là? Oui, je suis ici. Alors, tu nous parles des principes. Alors, c'est sûr que là, chacun des sujets, on aurait pu faire 3 heures sa petite caisse, 3 heures sur, etc. Mais on vous demandera tantôt si vous souhaitez avoir une formation plus spécifique. Mais elle va plus nous parler des principes qu'il faut retenir pour avoir une bonne gestion dans les comités. Oui, c'est à toi. Oui, effectivement, Hélène, merci beaucoup pour la belle présentation. Tout d'abord, peut-être à main levée, je vous demanderais si vous pensez que lorsque vous êtes élu, vous gérez l'argent soit pour vous ou pour les membres de l'association. Donc, qui pense que on gère l'argent juste pour les membres du comité? Levez la main. Oh, OK. Peut-être qu'on peut revenir en grand groupe, Hélène. Je m'excuse, ça va te faire un aller-retour de PowerPoint. Comme ça, on va voir tout le monde. Ah oui, excuse-moi. Oui. Et puis, qui pense que lorsque vous êtes membre du comité, que vous gérez l'argent, mais l'argent appartient aux membres? Levez la main. Mon Dieu, il n'y a pas beaucoup. Oui, là, ça. Ah, là, ça bouge un peu plus. C'est bon. OK. OK. Donc, ça, c'est un des premiers principes de base, en fait. Lorsqu'on fait partie d'une association, c'est sûr qu'on reçoit une subvention de base qui vient de l'Office et dépendamment du dynamisme de l'association et des subventions autres disponibles, on peut avoir une cagnotte qui est un peu plus que la subvention qui est maintenant à 26 par porte. En fait, effectivement, le premier principe, c'est lorsque vous faites partie du comité, mais vous gérez l'argent et ça doit servir à l'ensemble des locataires. Donc, ce n'est pas juste au comité à décider. Le comité, oui, revient à décider, mais en prenant en compte les besoins des locataires. Donc, le premier principe à retenir, c'est que ça appartient à tout le monde. Et pourquoi on doit tenir une saine gestion? Mais c'est pour protéger les biens de l'ensemble, mais c'est aussi pour se protéger comme comité. C'est une responsabilité qui est collective, donc ça n'appartient pas à juste une personne. Par exemple, dans un comité, on est souvent entre 3 et 5 personnes, des fois plus. On va s'élire ou se nommer un président, un secrétaire, vice-président, trésorier. Souvent, on va se fier beaucoup sur le trésorier. Effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui est responsable de tenir à jour les livres, mais ça n'appartient pas juste à elle, la responsabilité de décider comment dépenser l'argent. Donc, ça, c'est bien important. Il faut aussi être transparent et honnête.
Et on a des trucs. On n'ira pas dans tous les trucs, mais le principe de base de la transparence et de l'honnêteté, c'est pour se protéger, encore une fois, comme comité, et c'est aussi pour éviter les critiques. Souvent, hein, on entend ça, hein, surtout les plus grandes associations, là, où on gère 1000 $ et plus, mais souvent, quand on n'a pas beaucoup d'argent au quotidien, on a l'impression que 1000 $, c'est peut-être énorme, mais quand on fait des dépenses pour des activités, ça se dépense assez rapidement. Donc, c'est important d'être transparent et être honnête aussi. Et il y a plusieurs trucs. On peut afficher, par exemple, quand on fait une dépense ou une activité, on peut afficher les prix de qu'est-ce que ça nous a coûté. Ça l'évite aussi les candidatons et ça l'évite aussi les gens qui peuvent dire « Ah, ben ils s'en sont mis dans leur poche. » Donc, ça, c'est vraiment pour éviter les critiques. Aussi, on peut adopter des règles connues, des règles claires et connues en comité ou en assemblée. Entre autres, on peut adopter des règles, des règlements, des politiques de remboursement des frais de transport, par exemple, ou si on fait des dépenses de plus de 500 $, par exemple, bien, ça doit passer en assemblée. Donc, ça, c'est des règles qu'on décide soit en comité ou en assemblée générale. Donc, ça vous permet, vous, comme membre du comité, d'être protégé encore une fois et puis d'être transparent. Ensuite, il faut faire la gestion rigoureuse des dépenses et un suivi régulier. Donc, à chaque fois qu'on fait une activité, il faut toujours garder les reçus. Il faut rembourser le plus rapidement possible les reçus et s'en garder une copie, de le mettre. Il faut développer sa propre méthode. C'est soit par activité ou soit par mois, mais il faut vraiment garder les reçus. Puis le truc aussi, je pense que c'est José qui donnait le truc la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. C'est quand c'est des reçus, par exemple, chez Dollarama ou peu importe, là, mais c'est mieux de faire des photocopies parce que l'encre s'efface sur ces factures-là. Je ne sais pas quelle encre qu'ils utilisent, mais effectivement, après quelques mois, on n'y voit plus rien. Et dans les règles, dans les trucs, mais il faut écrire c'est quoi. Il faut écrire c'est quoi qui a été dépensé. Surtout, par exemple, chez Dollarama, je donne l'exemple parce que on ne sait pas c'est quoi qu'on a acheté. Donc, il faut dire c'est pour quelle activité, à qui ça a été remboursé. Donc, chaque mois, il faudrait vérifier et faire notre tenue de livre qu'on appelle. Donc, il faut regarder nos dépenses et nos sorties d'argent et regarder qu'est-ce qui nous reste en banque et dans la petite caisse aussi. Ça, l'importance d'avoir une personne responsable qui peut se faire aider, comme on disait tout à l'heure, c'est idéal d'avoir une seule personne qui est responsable des factures. Par contre, la responsabilité incombe à tous les membres du comité. Donc, le trésorier est en charge de faire la tenue de livre, mais à tous les mois ou dépendamment de la fréquence des rencontres, idéalement aussi après chaque activité, chaque grande activité, par exemple Pâques ou Noël, quand on fait le party de Noël, mais c'est important de se donner au préalable un budget, ensuite de faire une reddition de compte sur l'activité. Et tout ça, c'est toutes les petites activités qu'on fait, mais à la fin de l'année, c'est beaucoup plus facile de faire notre reddition de compte à l'Assemblée générale. On aura déjà tout fait le travail au préalable. C'est sûr que si on attend à la fin de l'année, les factures dans des boîtes de souliers, à un moment donné, on ne les trouve plus. C'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Donc, c'est vraiment un des trucs et des principes de base, c'est d'avoir la personne responsable qui fait le suivi régulier. Ensuite, un autre des principes de base, c'est de faire la reddition de compte. C'est sûr, là, comme on disait au départ d'entrée de jeu, c'est la responsabilité de l'association, c'est de gérer l'argent qui appartient aux membres. Donc, c'est important d'être transparent, d'être honnête, puis de rendre publiques toutes les dépenses qu'on fait. Donc, il faut être capable d'accepter de répondre aux questions des gens en assemblée. Ça peut aussi être à travers les activités et tout ça. Il n'y a rien de secret, hein? C'est aussi, encore une fois, c'est pour vous protéger vous-même parce que les gens, souvent, quand ils n'ont pas le contrôle de l'argent et que c'est nébuleux, mais quelqu'un va dire de quoi à une personne, ça se répète, mais ça ne se répète pas nécessairement de la bonne façon. Et puis là, à la fin, ça devient
souvent des sources de conflits inutiles. Donc, si vous êtes capable de faire une reddition de compte par activité et que vous l'affichez au babillard, ça, c'est un des trucs. Après chaque activité, affichez au babillard ce que vous avez fait ou après chaque mois, vous pouvez aussi afficher où ce qu'on en est rendu. Et puis, ça donne aussi une idée aux gens de tout le travail invisible qu'il y a en arrière aussi, là, quand on fait des activités, même juste décorer, juste par exemple décorer pour Noël ou pour Pâques ou pour la Saint-Valentin, mais ça coûte des sous, ça. Ça coûte des sous, c'est des dépenses qu'on a faites. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir. Et puis, j'irai juste au dernier point. Puis ça, c'est sûr, je vais en parler brièvement parce que ça pourrait être une formation complète juste sur la gestion de la petite caisse. Ça, c'est bien important, une grande, grande mise en garde là, au niveau de la gestion de la petite caisse. Il faut bien l'utiliser. Pour avoir fait souvent le soutien là, à la comptabilité pour des associations de locataires, je réalise que pour la plupart des gens, on n'utilise pas la petite caisse de la bonne façon, en fait. La petite caisse, le principe de base, c'est que vous devez déterminer ensemble c'est quoi le montant que vous voulez. Par exemple, si c'est 200 $, mais le total de la petite caisse doit tout le temps égaler 200 $, soit en facture, soit en argent ou soit en facture et argent. Donc, on fait toujours juste sortir de l'argent de la petite caisse. Toujours juste sortir. Quand on a 200, on fait une activité, on a payé du lait, 10 $, moins 10, donc on a 190 en argent, 10 $ en facture. On continue jusqu'à temps qu'on doit renflouer la petite caisse. Mais on ne remet jamais de l'argent. Si on fait un bingo, qu'on a des sous, on le met dans une enveloppe séparée, on va déposer les sous à la caisse. Quand que la petite caisse se vide, qu'on est rendu et qu'il nous reste 30 $, par exemple, bien, on est supposé avoir 170 $ de facture et 30 $ d'argent. Donc, on doit renflouer en faisant un chèque à la petite caisse de 170 $ pour qu'au total, la petite caisse soit de 200 $. Ça, on regardera à la fin là, si vous avez de l'intérêt pour en savoir davantage, mais c'était une mise en bouche des principes de base pour une saine gestion. Puis gardez toujours en tête que si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas avoir de problème à divulguer toutes les informations. Il n'y a aucun secret, même au niveau des prix et tout ça. Ça peut être juste du positif lorsqu'on est transparent parce que peut-être que vous allez avoir des feedbacks d'autres gens qui vont dire « Ah, bien, avez-vous pensé à demander des soumissions à telle ou telle autre place? » Bien, ça peut être encore plus intéressant si vous êtes capable d'avoir moins cher pour le même service. Donc, c'est tout. Merci, Elisabeth. Plaisir. Alors, on revient sur... je vais revenir, même si... parce que le temps passe vite. Alors, on revient. Il nous reste les assurances, les partenariats, puis une petite évaluation. Alors, les assurances, on revient. On en avait glissé un mot, mais là, on va le reprendre plus systématiquement. Dans le fond, les assurances, il y a deux types d'assurances. Il y a ce qu'on appelle l'assurance responsabilité. Alors, j'organise une activité, il arrive un accident, il y a un enfant qui se casse le pied, ça va coûter des frais à la famille. Alors, ils peuvent se retourner contre l'association en disant, ben là, vous n'avez pas bien surveillé mon enfant, il s'est fait mal. Alors, l'association, elle a une assurance responsabilité et c'est ça qui est payé à même votre subvention. Alors, ça s'applique à toutes les associations reconnues qui reçoivent une subvention de la SHQ. Sur votre subvention, vous savez, on en a parlé, il y a un 50 sous qui est prélevé par logement pour contribuer à ce grand pot commun, là, ce grand budget commun de l'assurance responsabilité qui couvre les conséquences pécuniaires, c'est-à-dire les conséquences en argent des activités qui sont offertes par les associations pour la clientèle des HLM. Il y a alors, je vous ai mis la référence du guide de gestion. On retrouve ça dans le guide de gestion du logement social. Je ne l'ai pas dit cette fois-ci, mais on se rappelle que quand vous allez dans le PowerPoint, si vous voulez aller directement à la référence, c'est pas juste, d'habitude, on fait juste cliquer. Là, c'est pas juste cliquer. Ce qu'il faut faire, c'est peser, avoir le doigt enfoncé sur la touche contrôle, puis cliquer en même temps. Puis là, ça va vous amener directement à la source d'information. Mais il y a des exclusions. Alors, des exclusions, ça veut dire qu'il y a des activités qu'on fait qui ne sont pas couvertes par les assurances. Fait qu'il faut y penser à 2 fois avant de faire ça. Parce que s'il arrive quelque chose, bien, l'association va être responsable.
Alors, si on fait des ateliers de menuiserie, évidemment, les exclusions, c'est en général des activités où il y a plus de risques qu'il arrive un accident. Alors, un atelier de menuiserie, c'est sûr qu'on manie des scies, on sait, hein, des fois, on peut se blesser. Les jeux gonflables, alors les jeux qu'on peut louer pour les activités des enfants, si un enfant se casse une jambe, s'il arrive quelque chose. Des animaux de ferme. Alors, vous avez invité une ferme à venir présenter ses moutons dans la cour. Si le mouton il fait quelque chose, ben, s'il meurt un enfant et qu'il y a des dommages financiers qui sont liés à ça, ben, l'association ne sera pas couverte. Les structures démontables, alors c'est-à-dire les chapiteaux, si vous avez fait une grosse soirée spectacle pour la Saint-Jean-Baptiste, mais si vous installez des scènes, des estrades, des chapiteaux, des structures là, qui sont installées pour cette occasion-là, puis que c'est installé pour une période, pour une activité, bien, s'il arrive quelque chose, vous ne serez pas couvert. Les feux d'artifice, les feux à ciel ouvert, mais les feux de camp, là, où on mange des marshmallows, s'il arrive quelque chose, bien, l'association n'est pas couverte par l'assurance responsabilité, sauf s'il y a eu une entente spécifique avec l'assureur, et c'est des choses qui arrivent. Alors, à ce moment-là, vous voulez organiser un feu d'artifice, vous parlez à votre office municipal, puis il va faire la démarche auprès de l'assureur pour avoir une permission spéciale où là, l'association pourra être couverte par l'assurance responsabilité, mais il faut toujours qu'il y ait une entente spécifique là-dessus avec l'assureur pour que l'association soit couverte dans le cas des exclusions qui sont là. Alors ça, c'est l'assurance responsabilité. L'autre assurance, c'est l'assurance des biens. Les biens, là, c'est les choses, le matériel qu'on possède puis l'argent. Mais alors ça, c'est les biens en général. Alors, cette assurance-là, c'est la SHQ qui offre, ils appellent ça de l'auto-assurance. C'est la même chose pour les offices. C'est la même assurance que pour les offices municipaux. Autrement dit, ils ont calculé que ça leur coûte moins cher de rembourser ces petits montants-là que d'avoir à payer une assurance à une compagnie d'assurance. Donc, tout ce qui est en 5 000 $ et moins, encore là, il y a des exclusions. L'argent comptant, si vous perdez de l'argent, s'il y a de l'argent qui est brûlé, je ne sais pas quoi, si c'est moins que 5 000 $, ce ne sera pas compris, c'est exclu. L'argent comptant est exclu. Les titres ou les documents de valeur, bien là, par exemple, c'est parce que je l'ai mis, parce que c'est ça que la SHQ parle, c'est dans la liste de la SHQ, mais par exemple, si vous aviez je sais pas, des actions dans une compagnie quelconque qui vaut de l'argent, bien ça, ce n'est pas couvert par l'assurance des biens. Les autos ne sont pas couvertes, parce qu'on sait, les autos, c'est des assurances à part, ou des biens illégalement acquis, mais ça, il n'y en a pas dans les HLF, tout ça. Donc, pour les biens qui valent 5 000 et moins, on appelle ça le régime d'auto-assurance de la SHQ. Donc, c'est la SHQ, dans le fond, qui assure par rapport à ces biens-là. Et pour que le bien, par exemple, vous vous êtes fait voler 2 chaises dans la salle, OK? Ça vaut 100 $ en tout, mais si vous n'avez pas produit votre inventaire annuel puis que les chaises ne sont pas dans votre inventaire annuel, bien, vous ne serez pas couvert. Il faut que ce soit il faut avoir vraiment produit, de là l'importance. De toute façon, c'est une condition pour obtenir la subvention, mais c'est ça l'enjeu de l'inventaire annuel. Ce n'est pas parce qu'ils veulent savoir combien de meubles vous avez, c'est parce qu'ils veulent que ce soit clair au niveau des biens qui sont assurés. Si vos biens valent plus que 5 000 $, ça peut arriver. Il y a des associations qui peuvent avoir eu des dons. Alors, c'est à l'association de juger si elle veut aller chercher une assurance privée supplémentaire, puis c'est l'association qui va la payer. Alors, je sais qu'il y a des offices qui vont s'occuper de la démarche pour assurer, pour que l'association bénéficie de l'assurance de l'office, mais paye la différence pour son assurance à elle. Mais c'est vraiment l'association qui va assumer les frais de l'assurance pour les biens de 5 000 $ et plus. J'ai M. Dionne qui me fait des messages que je n'ai pas le temps de lire. Exactement. D'où l'utilité, vous avez raison, M. Dionne, c'est une des occasions où est-ce qu'on disait tantôt, quand on s'incorpore, ça protège la responsabilité personnelle des membres de l'association. Autrement dit, si au lieu de poursuivre personnellement
les gens qui gèrent l'association, ben c'est la corporation qui est poursuivie et c'est la corporation qui est assurée. Ce n'est pas l'individu qui est assuré, c'est la corporation. Alors, si on a du temps pour les questions, on les prendra tantôt. J'espère que oui. Très brièvement, parce que je vois le temps qui file à une allure folle, le partenariat, c'est parce qu'on voulait juste quand même pas oublier que pour une association, l'association n'avait pas tout faire tout seul. De là, l'importance de développer des partenariats pour améliorer l'offre de services dans l'habitation. Alors, un partenariat, c'est quoi? C'est deux organismes qui se mettent ensemble puis qui visent des objectifs en commun, puis qui veulent faire des actions ensemble, puis où ils reconnaissent les forces et les responsabilités de chacun. Autrement dit, si vous faites un partenariat avec ce qu'on appelle le CLSC, on va l'appeler le CLSC en des places, ils l'appellent encore de même, parce que tous les deux, vous avez intérêt dans la santé des locataires, la qualité de vie du milieu, puis vous voulez organiser une activité, par exemple, de, je ne sais pas moi, de soins des pieds, bien là, chacun va s'asseoir, va dire, moi, je suis capable, regarde, ce bout-là, je suis capable de le faire. Je suis capable de faire les invitations locataires, afficher, réserver la salle, etc. Puis le CLSC va dire, bien, moi, j'ai la pédicure qui va venir donner les services. Alors, c'est ça un partenariat. Ça, c'est un petit exemple. Il peut y avoir évidemment des plus gros partenariats que ça, mais c'est important de se dire, on choisit de s'associer à quelqu'un. Ce n'est pas obligé, puis c'est dans le respect de chacun de notre autonomie et de nos compétences. Donc, on encourage le partenariat pour améliorer la qualité des services. Puis, on est toujours un esprit on travaille pour le bien collectif, on travaille pour le bien commun, pas pour les individus, mais pour vraiment l'ensemble de la collectivité. Puis, un partenariat, l'idée en bas de ça, c'est que ça se négocie. Donc, voici mes conditions, voici tes conditions, on s'assoit ensemble, puis on dit, OK, comment ça marche? Par exemple, la négociation de l'utilisation de la salle communautaire, on le sait, c'est souvent un enjeu. On veut faire un partenariat avec un organisme communautaire, mais on ne veut pas qu'il envahisse la salle. Alors, ça se négocie et c'est dans les forces et les responsabilités des associations, c'est que c'est eux autres qui ont la gestion de la salle avec certaines conditions qui sont réglées souvent, et on l'espère, par une entente écrite avec l'Office. L'idée aussi de ça, c'est de s'ouvrir sur la communauté. Par exemple, si on offre des services, on peut aller chercher des services qui existent dans la communauté. Par exemple, tel organisme qui fait de l'aide aux devoirs, on aimerait ça qu'ils viennent en faire dans les HLM. Mais c'est aussi de s'ouvrir. Par exemple, s'il y a des enfants on est dans un HLM, puis en face, il y a un building, puis c'est les gens ont les mêmes difficultés, on peut accueillir les enfants aussi. Hein? On n'est pas des ghettos, on est des milieux ouverts sur leur communauté. Et je vous ai lancé ça vite. Mais j'aimerais quand même, en conclusion, prendre le temps de... Est-ce que j'ai le temps pour des questions ou on finit à midi ou on peut aller jusqu'à midi et 5? Prendre des questions 5 minutes puis faire l'évaluation après? Oui, je pense qu'on peut prendre des questions. Parfait, rapidement. Des questions courtes, puis on va essayer de faire des réponses simples. Puis si on n'est pas capable de faire des réponses simples, ça veut dire qu'on va le ramener à un autre moment. Donc, j'ai dans les questions, c'est une question qui m'a été posée, ça fait très longtemps, la semaine dernière. Donc, je pense qu'il faut y répondre. Oui. Ça concerne là, plus la question budgétaire. Donc, si un comité de 3 personnes est tombé, donc l'association est devenue inactive, est-ce que les 3 membres de l'association qui siégeaient sur le comité sont responsables des biens et des finances à ce moment-là? Et est-ce que il y a comme 2 questions. Est-ce que c'est normal que l'ancien président ne veut pas apporter les sommes d'argent aux fiduciaires, même si 2 membres lui ont demandé de remettre les sommes? Donc, est-ce qu'on peut obliger le président de remettre les sommes? Donc, il y a comme 2 questions. Quand le comité tombe, qu'est-ce qui arrive avec les biens? Qu'est-ce qui arrive avec les finances? Puis s'il reste des sommes, comment on gère ça? Je voyais Robert qui bougeait, là. Je vais lui laisser répondre. Ah, je ne le vois pas. Ben oui, vas-y, Robert. Légalement parlant, là, quand on dit qu'on s'inspire de la loi sur les compagnies, puis ce que dit la loi des compagnies, c'est quand un conseil d'administration, même si tout le monde démissionnait du conseil d'administration, là, ces gens-là qui avaient été élus, ils sont légalement responsables de garder les biens meubles, de les protéger. Puis, dans le fond, quand un comité tombe, là, ceux qui s'en allent, ils ont 2 responsabilités légales. Prendre soin des biens et des argents et convoquer une assemblée générale des membres dans les meilleurs délais pour permettre aux membres de renommer une nouvelle équipe à qui on va transmettre
les biens qu'on a protégés. Ça, c'est ce que dit la loi. Dans la pratique aussi, moi, ce que je dirais, c'est quand le comité ne veut plus rien faire, là, puis tout le monde veut démissionner, je pense que la bonne habitude, c'est de tenir rapidement, quand il n'y a pas la COVID, de tenir rapidement une assemblée générale pour dire aux membres, regardez, là, on lâche tout, on abandonne, qu'est-ce qu'on fait avec les biens de l'association? Et là, c'est une bonne pratique. Souvent, moi, je la vois, l'assemblée générale, s'il n'y a plus de volontaires pour replumer le comité tout de suite, là, puis qu'il faut prendre un temps d'arrêt, le temps de retrouver des volontaires qui vont le coup de s'en occuper, ce que l'assemblée peut faire, c'est effectivement de dire, bon, vous autres, vous lâchez, ça ne vous intéresse plus. Qui sait qu'on peut mandater en assemblée générale? Là? Qui sait qu'on peut voter, à qui on va confier la charge de prendre soin de nos avoirs tant que l'association est sur la glace. Donc, ça arrive qu'on va nommer M. Minot, M. Constant. Vous autres, là, prenez soin des actifs du compte de banque et tout ça, jusqu'au jour, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'on va refaire une assemblée générale, qu'on va réélire un comité, puis là, vous lui transférez les biens du comité. Mais il faut nommer des gens qui vont en prendre soin. Soit le comité sortant, les administrateurs sortants, ou en assemblée générale, on délègue d'autres personnes qui vont prendre soin de nos avoirs. Robert, moi, je rajouterais... Un instant, Lucien, excuse-moi, 2 petites secondes. Pendant ce temps-là, ce qui est important, ceux qui administrent les biens, c'est de renouveler justement l'enregistrement au numéro d'entreprise du Québec, de payer l'enregistrement, parce que des fois, c'est ça qui fait défaut quand on va poursuivre pour la suite. C'était juste un petit commentaire. Puis, Lucien, Catherine, c'est M. Minot qui a la main levée. Oui, c'est parce que c'est arrivé nous autres ici là, pour la dissolution. C'est pour ça, ça va exactement avec Robert. C'est que moi, j'ai fait un chèque à ce moment-là au nouveau CCR qui a mis ça en réserve pour les gens de Mont-Carmel. Alors, à ce moment-là, l'argent des gens de Mont-Carmel qui restait est resté pour eux autres à ce moment-là. Est-ce que vous me comprenez là-dessus, là, la manœuvre comptable? Oui. Okay, merci. Parfait. Donc, merci Lucien pour ton commentaire. On va prendre la question de M. Minot. Oui. Ensuite, il y a une information qu'on veut vous transmettre. Puis, Hélène aimerait faire une petite évaluation. Donc, ça va être la dernière question, celle de Malherbe. Partez pas dans l'évaluation, s'il vous plaît. Non, c'est pas non, je pense que c'est juste un commentaire très court parce que je trouve que c'est très important de sensibiliser les associations à avoir un comité de partenaires. Ça, c'est très important. On peut aller chercher beaucoup de choses, même les travailleurs de milieu, on peut aller chercher à la Ville de Montréal des subventions. Donc, quand on a beaucoup de partenaires, les policiers, la Ville de Montréal, d'autres organismes, ça fait bouger beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est très important. Vous avez tout à fait raison, Malherbe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis c'est dommage qu'on ait été obligé de switcher ça un petit peu, mais on pourra profiter d'un autre Zoom à un moment donné. Et parler de cette expérience-là, par exemple. Comme oui, c'est ça qui pourrait être bien, de partager les expériences. Ouais, c'est ça, même avoir un comité de gestion de la salle. Nous autres, on a un comité de gestion de la salle. Donc, s'il y a des conflits, c'est le comité de gestion qui va les régler au niveau des horaires. Donc, je trouve que c'est important. Vous avez une salle polyvalente. Donc, Hélène, si tu veux passer à l'évaluation, je ne sais pas si tu voulais partager... Oui, je vais partager ça. Bon, alors... Écoutez, juste avant de faire... C'est une petite évaluation, OK? Je veux juste vous dire 2 choses. Premièrement, allez fouiller sur le site web de la Fédération. Je vous le dis, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois. Vous allez trouver tellement d'outils pour vous aider, des modèles de PV, des modèles de convocation, des modèles de rapport d'activité. Vous avez plein d'outils qui sont dans la section des publications. Vous allez voir sous l'onglet « Publications » sur le site web de la Fédé. C'est vraiment intéressant. Je vais vous poser 2 petites questions, puis gênez-vous pas, hein, on fait ça vite, mais moi, c'est la première fois que je le fais avec vous, puis je suis très ouverte à la critique constructive pour m'améliorer. Donc, j'aimerais ça, si jamais il y en a qui n'ont pas le temps de dire ce qu'ils voudraient dire, de m'envoyer un petit courriel à l'adresse de la Fédération. Je suis sûre que les gens de la Fédération vont me le transférer efficacement. Oui, moi, je suis toute nouvelle, hein? Ça fait juste 1 mois que je vous vois toute la gang. Et je peux vous dire que j'ai appris plus dans le mois que ça fait 2 ans que je suis
avec le CCR, on me donnait ça au compte-gouttes. Et souvent, on me disait, oh, regarde, c'est trop compliqué. Alors, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, c'est jamais assez long. Même si c'est 2 heures, c'est jamais assez long.